Ici le philosophe jovialiste André Moreau qui vous parle de Montréal. C'est avec plaisir que je vous retrouve, comme tous les mardis, pour vous parler de mon système de pensée. Les considérations auxquelles je me livre sont pratiquement toutes tirées de mes livres, qui sont, comment pourrait-on dire, l'expression très sophistiquée de ma réflexion. D'abord, je vais vous dire que je suis un philosophe. Je ne suis pas un professeur d'université, car je ne suis pas un fonctionnaire qui enseigne un programme établi dans un cadre précis. Vous savez qu'il y a des universités à tendance marxiste, il y a des universités à tendance musulmane, islamiste, il y a des universités à tendance catholique. Moi, je pourrais vous dire que j'essaie de regarder le monde comme il m'apparaît. Comme si je me réveillais là, dans un pays nouveau, et que je promenais mon regard autour de moi. C'est ce que j'appelle voir les choses avec le regard du Dieu vivant. Vous savez, je ne m'enfle pas la tête avec des considérations de nature théologique. Mon but est de m'exprimer devant vous pour mon plus grand plaisir. Si cela contribue à votre édification, tant mieux pour vous. Mais mon but n'est pas de vous communiquer quelque chose qui serait, comment pourrait-on dire, un enseignement qui tombe des cieux selon une tradition établie depuis des millénaires. Donc, moi, je suis un homme d'aujourd'hui. Même si j'ai 77 ans, si un animateur de radio me demande « C'était comment votre époque ?» je vais lui dire « Mon époque, c'est aujourd'hui. » Parce que pour moi, le passé n'existe pas. En tout cas, je n'ai pas un passé. Je suis mon passé. C'est très différent. Et ce que j'enseigne, ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que je suis. J'en reviens toujours à mon être profond. C'est la seule façon de ne pas se tromper. C'est la seule façon d'être authentique. J'aimerais quand même vous dire que je tire des dividendes considérables du fait d'être moi-même, sans nécessairement me rattacher à une tradition ou à une pensée autre que la mienne. Alors, c'est une joie, parce qu'à l'origine de mon enseignement, si je peux dire, il y a la joie. Comme la joie de revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui vient d'arriver. Il faudrait passer derrière la caméra. Voilà. Doucement. Voilà. Alors, et donc, comme vous le voyez ici, on travaille en groupe, en amis. Il y en a qui apportent à manger, il y en a qui prennent des notes. Ce soir, c'est Jackie qui filme, en l'absence de mon éditeur, Jean Rivet. Et notre rencontre, c'est une rencontre vibratoire. C'est très important de sentir qu'il y a des pensées dans l'air que nous respirons. Se taire dans cette pièce où je donne des conférences depuis 47 ans, le même jour, la même heure, chaque semaine. Eh bien, ce terre est chargé. Et moi, je considère que si quelqu'un a de la difficulté à comprendre mes écrits, qui peuvent être exigeants, ou s'il tombe sur une conférence en métaphysique, difficile à cerner,
eh bien, je l'invite, s'il veut vraiment adhérer à cette vision du monde épanouissante et révélatrice, je l'invite à déménager dans mon immeuble. Il y a déjà eu jusqu'à 22 personnes qui habitaient l'immeuble, qui assistaient aux conférences, qui m'accompagnaient au restaurant, dans les studios de la télévision, à la radio, qui voyageaient avec moi, qui partaient en vacances avec moi. Et je crois qu'ils ont beaucoup appris à me sentir exister. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut apprécier ma compagnie. Je pense encore à quelqu'un dans un restaurant qui s'était levé dans un geste d'impatience. Il était à quelques tables de moi, en s'écriant « Je m'en vais, vous me dérangez, vous existez trop fort. » Je ne lui parlais même pas. Cette densité ontologique du moment présent est la seule chose qui compte. Et je congédie tous ces mystificateurs et ces bonimenteurs chinois, hindous, iraniens, turcs, qui cherchent à se draper dans une espèce d'image du maître absolu. Vous savez, mes chers amis, la vérité est une sorte de densité. Et vivre dans la vérité, c'est quelque chose qui ne nécessite pas qu'on se promène en Rolls-Royce ou que l'on se drape dans le drapeau canadien ou britannique. Non, ce que je vous dis ici, c'est qu'il y a une façon de vivre, une manière de vivre qui rejoint le monde entier, que ce soit des idéologues socialistes, des soufis du Mali, des marabouts du Cameroun, ou des Amérindiens comme les Zoé de l'Amazonie péruvienne. Ce que je peux vous dire, mes amis, c'est qu'il y a une transmission qui se fait, et cette transmission-là peut se faire de bien des façons. Elle peut se faire par la présence, comme lorsque Ramana Maharshi invitait les membres de son ashram à venir lui tenir compagnie la nuit dans les cuisines quand il hachait les légumes pour les repas du lendemain. Sa seule présence était un bienfait. Mais il y a une transmission aussi par le verbe, que ce soit l'écrit ou que ce soit la parole. Mais il y a aussi une transmission, et c'est celle-là qui a le plus frappé mes auditeurs au cours des 50 dernières années, qui se fait par la communication amoureuse. Et c'est ce que j'appelle la transmission du logos spermatikos. Et cela se fait en faisant l'amour. Mais je n'insiste pas sur cette transmission privilégiée, étant donné que je suis philosophe et que je ne suis pas un Casanova de l'époque moderne. Mon but est de vous transmettre une émotion vibrante qui va vous donner le goût d'être heureux. C'est seulement ça, finalement, le jovialisme. Il y a chaque mois, chaque semaine, des attaques venant soit des politiciens, soit des chroniqueurs, des journalistes, et qui cherchent à rabaisser le jovialisme, comme si c'était une vision farfelue, irresponsable, superficielle. Mais ce n'est pas ça. C'est un très vaste système de pensée. C'est une vision intégrale de l'être humain et de l'univers, dans la perspective d'une sphère d'existence supérieure, que j'appelle une sphère transintelligible, et qui est la caractéristique de cette vie à la verticale du monde. Quand je vous parle de ma philosophie, je vous parle donc
d'une Weltanschauung métaphysique. Et chacun de mes termes doit être compris, non pas au premier niveau de la pensée, mais au second niveau, au niveau de la réflexion éduquée, volontairement consciente, et, j'oserais dire, divinement harmonisée. Vivre ici est très simple. Il vous suffit de laisser tomber tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est la raison pour laquelle, si je valorise la mémoire, c'est-à-dire l'auto-remémoration consciente de soi-même, ce que M. Gurdjieff appelait le rappel à soi, je favorise tout autant l'oubli supérieur des choses inessentielles qui encombrent notre mémoire, notre conscience, nos préoccupations quotidiennes. Alors, il y a comme une opération fort simple qui consiste à braquer le foyer de la conscience sur l'absolu. Et par absolu, je n'entends rien d'autre qu'un état de lumière qui, par la conscience qu'on en prend, nous apporte la délivrance instantanée. Il n'est donc pas question de Dieu ici, le Dieu transcendant, le Dieu des croyants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est donc pas question ici d'un principe régulateur du monde. Le monde ne va pas bien. Il est marqué par nos pensées. Je parlais justement hier avec une descendante des Mayas qui vient du Guatemala et qui me parlait de l'éruption du volcan et qui fait là-bas déjà des centaines de morts à cause des retombées pyroplastiques. Eh bien, j'essayais de lui faire comprendre que cette agitation de la croûte terrestre est liée en grande partie aux mauvaises vibrations que nous émettons. Mais je spécifiais que pour comprendre une pensée de ce genre, il faut être un immatérialiste. Vous savez, si vous êtes un immatérialiste, ça veut dire que vous ressentez les choses autrement. Vous ne voyez pas autre chose. Vous les voyez autrement. C'est en ce sens que j'ai pu dire, rien n'est dans la matière, tout est dans la manière. Ainsi donc, pour parler de ce volcan du Guatemala, qui fait tant de dommages à l'heure actuelle, et qui fait partie des volcans de la ceinture de feu qui entoure le Pacifique, je mentionnais qu'un volcan, c'est comme la Terre, c'est comme la Lune. Ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est une propension à exprimer des forces vives, nourries essentiellement de nos vibrations, de nos émotions et de nos pensées. Bien sûr, si la matière n'existe pas, il faut expliquer le monde. Et je l'explique en disant qu'il s'agit d'une modification de notre conscience, comme un mouvement périphérique d'ordre représentationnel, dépendant d'une région de conscience où, ensemble, nous nous donnons à percevoir certaines choses. Cette région de conscience qui caractérise, disons, l'Amérique du Nord, ou plus particulièrement l'Amérique française, que nous connaissons mieux ici au Québec francophone, et bien elle est différente de la région de conscience
des Mayas, telle que nous l'a décrit le Popol Vuh. Elle est différente de la région de conscience du monde slave, qui comporte des centaines de millions de personnes, du monde hindou, etc. Il nous faut comprendre que nous vivons dans des sphères d'appartenance, que notre conscience n'est pas une caractéristique du cerveau. Non. Qu'elle est plutôt un espace d'apparition dans lequel nous nous donnons à connaître certaines choses qui nous apparaissent en fonction de nos vibrations, en fonction de notre capacité de les recevoir. Il faut comprendre cette phrase, que nous nous donnons à voir, à entendre, à toucher, à comprendre. Nous nous donnons cela. C'est cela que veut dire constituer. C'est un acte de conscience, mais il ne s'agit pas ici de la conscience comme perception attentive. Il s'agit de la conscience comme ouverture, comme de l'esprit en expansion, qui, en s'ouvrant, nous donne à voir. Et c'est en ce sens-là qu'un homme comme Aldous Huxley pouvait citer, je pense que c'était William Blake, en effet, quand il disait « Si les portes de la perception étaient nettoyées, nous pourrions voir enfin les choses telles qu'elles sont. » En fait, nous ne voyons que nos pensées, mais en tant que la représentation du monde en est l'expression sensible, accessible à nos sens. C'est ça qui est délicat à comprendre. Et c'est difficile d'expliquer ça à un guatémaltèque qui n'a qu'un français approximatif dans un autobus de la rue Mont-Royal, alors que ses parents sont en train de suffoquer sous les cendres volcaniques dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir. Mais par contre, c'est absolument important ici de comprendre que cette vision du monde, elle est, bien sûr, elle est opposée à la vision catholique, par exemple, avec un Dieu transcendant qui a créé le ciel et la terre et qui a permis que nous soyons une humanité pécheresse. Dans ma pensée, il n'y a rien de tout ça, là. Il n'y a pas de Dieu qui gère le monde, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de karma, il n'y a rien. Il n'y a rien que ce que nous souhaitons croire. Voilà la chose. Il n'y a rien que ce que nous souhaitons croire. Et ça, c'est fondamental. C'est nous qui faisons notre vie. C'est nous qui nous rendons malades. C'est nous qui nous préparons à vieillir et à mourir. Et tout cela fait partie d'une éducation à laquelle non seulement nous avons consenti, mais nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres avant nous, et qui est le résultat d'une configuration fragile de pensée au sein du tohu-bohu historico-mondial. Et c'est ce qui fait les guerres, la violence, la décapitation des gens, la crucifixion des enfants, l'empoisonnement de l'eau, de l'air, de la terre. Nous vivons dans ce merdier qui est à l'image de pensées non harmonisées.
qui n'ont pas subi la gestion d'un système d'absorption dans l'infini, mais qui est hérité d'une morale, du contrôle, de l'interdit et de la punition. Il y a donc de très mauvaises tendances qui nous affligent, et il ne tient qu'à nous d'y échapper facilement. Vous savez qu'il y a des écoles à travers le monde qui, moyennant une fortune, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, vont vous dire qu'il est possible d'en sortir. Mais ça va être long, ça va être pénible et ça va être cher. Je ne vous dis rien de tout ça. Rappelez-vous ma définition de l'absolu. Un état de lumière qui, moyennant la conscience qu'on en prend, nous apporte la délivrance instantanée. Ça ne coûte rien, ça ne demande aucun effort, et même l'effort ici est déconseillé, et ça implique seulement une ouverture festive et une sorte de confiance fondamentale en son être profond. C'est évident que si vous travaillez à la sueur de votre front, vous n'êtes pas dans un bon état pour comprendre ces choses-là. Et si vous célébrez chaque année vos anniversaires avec appréhension, c'est sûr que vous vous inscrivez dans un mécanisme de relativisation de votre corps, de vieillissement, qui vous prépare à mourir. Mais ce n'est pas encore un véritable problème pour moi. Parce que si la matière n'existe pas, si votre corps n'est pas un objet matériel, qu'est-ce que la mort? Si ce n'est un changement vibratoire. Sur Terre, vous utilisez un corps planétaire. Quand vous rêvez la nuit, vous utilisez un corps éthérique. C'est un corps de pensée. C'est avec ce corps-là que, si vous avez cristallisé en vous un principe de permanence, vous vous engagez dans l'au-delà, comme si vous passiez d'une pièce de votre maison dans une autre pièce, avec le même corps, mais qui est vibratoirement enligné sur d'autres critères de perception. Vous savez, l'espace et le temps sont sur Terre des critères de perception. C'est ce que Kant appelait des formes a priori de la sensibilité. Alors que, au moyen de votre corps subtil, qui est le même corps, mais vu autrement, rappelez-vous, hein, il n'y a pas autre chose à percevoir. Il y a à percevoir autrement. Alors c'est avec ce corps plus subtil que vos critères changent. Au lieu de l'espace, ce critère, a priori, de votre perception sensible, devient l'état. Et au lieu du temps, ce critère devient l'éternité. Donc sur Terre, vous avez